Audrey Vernon est venue nous rejoindre. Vous êtes l'auteur et l'interprète du premier one-man show économique intitulé « Comment épouser un milliardaire » où il est question du CAC 40, du classement force des plus grandes fortunes ou de la poésie des pages roses, des pages saumon plus exactement, du Figaro économique. C'est tous les mardis et mercredis à 21h30 au Théâtre du Gymnase. Vous en sortez d'ailleurs. Et vous serez au Festival d'Avignon en juillet dans Marx et Jenny, l'histoire pathétique et mouvementée de Karl Marx, de sa femme Jenny et de Friedrich Engels, leur meilleur ami. Et Audrey Vernon. Bonsoir, ça va? Vous parlez de quoi? François Hollande? D'accord. Bon, alors du coup, moi, comme je savais que je venais, je vote pas. Donc j'ai lu le programme de François Hollande. Donc Et pourquoi vous votez pas? Je vote pas parce que j'estime que le pouvoir politique n'est pas le vrai pouvoir. Pour moi, le vrai pouvoir, c'est le pouvoir économique. Donc, je pense comment vous allez le renverser, alors? Le pouvoir, le vrai pouvoir. Comment vous allez le renverser si vous votez pas? En tout cas, pas par le vote. Ah bon? Le pouvoir économique, alors, en faisant rien? qu'est-ce qu'on peut faire contre le pouvoir économique? Qu'est-ce qu'on peut faire contre les milliardaires? Je fais un spectacle sur les milliardaires. Oui, j'ai bien compris. Donc, du coup, je suis très intéressée par tout ce qui est économique et je pense que le pouvoir politique est l'émanation des classes dominantes, ça vous le savez. Mais surtout que c'est rien par rapport au pouvoir politique. On l'a vu d'ailleurs chez Mittal, quand Hollande ou Sarkozy sont allés gesticuler chez Mittal, à Florange ou à Gandrange. Ils ont fait des promesses, mais c'est des promesses qui ne peuvent pas tenir, parce que quand ils sont à Florange ou à Gandrange, ils ne sont pas en France. Ils sont chez ArcelorMittal, chez Mittal à qui ils ont confié Florange. Et ils ne peuvent absolument pas l'exproprier. Enfin, en tout cas, ils ne comptent pas. On ne peut pas dire ça avec tous les... On n'est pas en France, non, mais on est en France à Florange. Vous êtes tranquille là, mais vous vous rendez compte, les gens qui vivent la situation dans laquelle ils sont socialement, etc., qui n'ont qu'une arme, ce bulletin de vote, leur dire, de toute façon, ça ne sert à rien, attendez, repassez autour. Mais attendez, on s'est battu pour avoir ça. On s'est battu pour avoir plein de choses. Alors peut-être que ça ne suffit pas, peut-être qu'après, il y a l'orientation et tout ça. Mais sincèrement, on vit un tel moment. Je voudrais réagir à ça, juste après je vous laisse continuer, mais parce que Dominique Jamais dit les extrêmes. Enfin, ce n'est pas les extrêmes indifférenciés. Qu'est-ce qui menace quand il y a une telle crise? C'est pour oublier la question sociale, oublier les enjeux, sauver les privilèges, sauver les dominants, comme vous dites, c'est de monter tout le monde les uns contre les autres. Le racisme, la xénophobie, l'identité, etc. Mais ça n'a aucun rapport. Eh bien, si, ça a un rapport. Ça n'a aucun rapport. Comment on fonde un bien commun? Comment on fonde une république? Comment on fonde une discussion publique, etc. Eh bien, au moins, en ayant cette possibilité-là. Quand même, à l'heure des révolutions démocratiques arabes, dire écoutez, vous savez, le droit de vote, vous repasserez les peuples, bon jour. Mais c'est le seul moment où l'ouvrier de Gandrange ou Florange a la même voix que le patron, qu'un Lagardère ou qu'un Bouygues. Alors continuez, Audrey Vernon. Que je sache, ils n'ont pas conquis la liberté dont ils vont éventuellement disposer en mettant des bulletins de vote. Ils sont allés dans la rue, ils se sont battus. Il me semble que c'était plutôt ça qui était... C'est des paroles d'Aristote, ça, si je peux me permettre. Audrey Vernon, continuez. Vous savez que le pauvre n'a pas à ramasser les miettes qui tombent de la table des riches. Oh non, ça, pas de souci. La démocratie, c'est ça, c'est essayer de proposer aux pauvres les miettes qui tombent de la table du riche. Et donc là, les pauvres n'ont pas envie de ramasser les miettes qui tombent de la table du riche, ils ont envie d'être assis à la même table. Et cette élection ne propose pas ça du tout. Tous les moyens pour ça. Oui, mais ce n'est pas par le vote. Ce qui prouve quand même que le vote a une certaine importance, c'est que par leur vote, qui s'est déroulé en même temps que le vote français, les Grecs viennent de faire trembler l'Europe, d'ébranler toute la construction qui avait été laborieusement échafaudée, notamment à Paris et à Berlin. Ils n'ont même pas eu besoin. Disons que ça a été plus efficace que quand ils sont descendus dans la rue. Oui, mais vous savez bien que l'Europe se fout de leur gueule quand même. Oui, mais ils se foutent de la gueule de l'Europe. Est-ce que oui, Maria Blamawin. Je défends ce que dit Audrey Vernon parce que je trouve que son constat est juste. C'est ce qui se passe dans l'opinion. On sent bien que le pouvoir économique est en train de prendre le dessus. Alors, je pense que les gens ont envie que ça change et ils aimeraient que quelqu'un leur dise que ça peut changer parce que c'est trop désespérant. Hollande n'a pas dit le contraire, mais il n'y a pas eu de vote d'adhésion pour Hollande, donc les gens attendent de voir. Peut-être qu'il va essayer de le faire. En tout cas, on a le sentiment qu'il va essayer, mais on n'en est pas sûr. C'est ce qu'il avait l'air de dire à la Bastille l'autre soir. Et c'est pour ça que l'Europe, forcément, doit changer. Parce qu'on a eu quoi? On a eu un sommet à Nice où il y avait Nicolas Sarkozy, Angela Merkel. Les autres pays européens, on ne les a pas vus. On a convoqué M. Papandréou. On lui a dit, vous avez fait n'importe quoi.
du vent, du balai, et partez. Et les autres pays européens qui ont besoin aussi de cette croissance, c'est une nécessité. Parce que si on fait de l'austérité, ça continuera par la rigueur, et on sait bien ce qu'on dit quand les temps sont durs, les gros maigrissent, mais les maigres meurent. Donc on a envie que le politique puisse faire quelque chose, mais on a un doute. Et son constat est juste. Bien, ça suppose qu'on mette en commun des moyens. Et de cela, de façon silencieuse, à mi-mot, on n'en veut pas vraiment. Et je crois que tout le problème de la gestion des dettes souveraines, quand on dit simplement que la Banque centrale européenne prête aux autres pays, mais cela veut dire ça. Cela veut dire qu'on accepte d'être solidaires des uns des autres. Et cela, pour l'instant, personne n'en veut. Et moi, je pense qu'on ne pourra progresser vers la construction d'un fédéralisme européen qu'à une condition, c'est que la question sociale, nous l'ayons déjà fait progresser dans notre pays. Comment espérer que l'on reconstruise que l'on développe une solidarité en Europe à un moment où la question sociale, dans chaque pays, elle est au point mort. Audrey Vernon ? Oui, non, vous dites que la BCE prête au peuple, mais la BCE prête essentiellement aux banques. Donc pourquoi est-ce que vous dites qu'elle prête au peuple ? Non, je ne dis pas que la BCE prête au peuple. Je dis que la Banque centrale européenne, un des enjeux aujourd'hui, c'est de dire qu'il puisse y avoir une mutualisation des prêts que font aux États la Banque centrale européenne, c'est-à-dire une mutualisation de la dette souveraine. Mais c'est cela qui n'est pas accepté. Il n'y a pas d'acceptation de la mutualisation de la dette souveraine. Ah non. Pour qu'il y ait une dette souveraine de l'Europe. Ça n'existe pas. Parlons du fait que, par exemple, la dette européenne a été attaquée par des financiers comme George Soros. Comment ça se fait que l'Europe ne se défend pas plus clairement vis-à-vis de milliardaires comme lui ? Et comment ça se fait que le capitalisme actuel, c'est l'enrichissement de certains par l'appauvrissement de tous ? Comment ça se fait que dans ce programme de 60 articles, il n'y a rien là-dessus, il n'y a rien sur la dette. Il n'y a pas de programme. Il ne parle pas, par exemple, de faire défaut sur la dette, il pourrait l'évoquer. Mais moi, je ne défends pas le programme économique. Là, j'essaie d'expliquer ce qui se passe en Europe. Et pourquoi vous ne parlez pas de George Soros, alors, par exemple, qui a attaqué la dette grecque ? Mais je ne défends pas les grands organismes financiers. Non, mais vous avez l'air de dire que les Grecs ont fait une grosse bêtise. Non, sauf qu'ils n'ont rien fait. Non, ils ne sont pas du tout responsables. Le peuple grec n'est pas du tout responsable. Le problème n'est pas du peuple grec. Le problème est de savoir. Mais vous parlez de populisme et vous critiquez le populisme. Bien sûr. Mais en l'occurrence, qui est attaqué actuellement ? C'est le peuple grec. À qui on demande de rembourser une dette dont il n'est pas responsable. Le peuple et le populisme. Le populisme, c'est le nom historiquement on a donné au mouvement qui pense l'unité nationale à travers le rejet des autres. Voilà. Donc c'est une façon de penser l'unité, non pas à partir du contrat social, non pas à partir de l'idée de justice, mais à partir de l'idée de rejet. Voilà ce que veut dire le mot populisme dans la langue historique qu'on a appliquée pour parler des pathologies de la démocratie. Voilà. C'est pas vraiment une pathologie de la démocratie de s'intéresser au peuple. Ah ben non, mais qui est-ce qui va payer au bout du compte ? Qui est-ce qui va travailler, consommer et payer des impôts ? C'est le peuple. Mais de quel peuple parle-t-on ? Des travailleurs. Est-ce que vous parlez du peuple de Marine Le Pen ? Est-ce que vous parlez du peuple de Orban ? Les travailleurs, les gens qui ne vivent pas du capital, les gens qui vivent de leur travail, la majorité de la population. Edwy Plenel, vous laissez mais moi je voudrais inviter notre ami à voter pour les législatives. Parce que moi, d'accord, il y a un programme de Hollande. La majorité des gens qui ont donné une majorité à Hollande n'ont pas voté socialiste, n'ont pas voté pour le programme de Hollande. Ils ont d'abord voté pour tourner la page. Désastreuse. Ok. Et maintenant, il y a un engagement dans ce programme qui est de redonner le pouvoir au Parlement. Je le dis, de défaire l'hyper-présidentialisme, de redonner du pouvoir au Parlement. Et il est très important qu'à l'Assemblée, il y ait une majorité plurielle. On va arriver à la législative. Mais on en revient, que le Front de gauche ait son groupe, que les Verts aient leur groupe, que des dynamiques d'idées se fassent, que ces questions-là soient posées. C'est pour ça que j'ai réagi si vivement tout à l'heure. Vous avez raison sur l'alarme sociale. Vous avez raison. Et qu'il y ait des réponses différentes, c'est une chose. Mais comment vous allez peser ? Vous allez peser aussi par les mobilisations, par les grèves, etc. Tout ça existe, mais ça ne se décrète pas. C'est les travailleurs qui le décident. C'est pas nous. En revanche, il y a un moyen
qui est d'appuyer pour qu'il y ait une majorité importante aux législatives, qui soit une majorité qui fasse cette dynamique sociale, qui la porte. Mais pourquoi le problème des politiciens, c'est que ça a un côté scolaire. Mais vous faites les questions et les réponses toutes seules. Non, mais je pensais qu'à 18 ans, on quittait l'école et qu'après, on n'était plus gouverné par personne. Et le gouvernement, c'est sorti dans une espèce d'autres autorités. On verra les législatives après. Restons encore un tout petit peu, si vous voulez bien, en Europe. En tout cas, cette bataille contre l'Europe que voudrait... C'est important, une majorité. Et nous avons entendu dans la République française, on n'est pas n'importe qui, un président de la République dire il y a trop d'étrangers en France. D'étrangers, il n'a pas dit des immigrés. Trop d'étrangers. Vous voyez ce que je veux dire. Et là, c'est grave, c'est une dérive quand même. On a même entendu François Hollande refuser à 4 reprises de dire si selon lui, il y en avait trop ou pas assez. Mais bien sûr, mais vous avez raison de l'aiguiller là-dessus. Pour les Grecs, vous savez, de toute façon... François Hollande était très clair sur ce point-là. Il a dit il n'y a pas trop d'étrangers en situation régulière. Voilà. Et donc, non, mais ça veut dire... Ce sont des faux problèmes, ce sont vraiment des faux problèmes. Ce sont des faux problèmes, les émigrés, tout ça. C'est vraiment des faux problèmes, puisque c'est ce que l'on venait de dire, hein. C'est ce qu'on vient de dire. Mais la question n'est pas là. La question, c'est l'exploitation des travailleurs. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour lutter contre les personnes étrangères qui viennent sur notre territoire et qui rachètent les entreprises, par exemple. Ça, on n'en parle jamais. On ne parle jamais de ça. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'Africains, par exemple, qui viennent en France ? Il y a beaucoup d'Africains qui viennent en France en situation irrégulière aussi parce que les compagnies occidentales rejettent des produits toxiques sur les côtes somaliennes, parce que les compagnies occidentales achètent les terres nobles à bas coût pour fabriquer des téléphones portables et ne payent pas le vrai prix du cuivre, par exemple, via les sociétés comme Glencore. Elles ne payent pas le prix du cuivre à l'Afrique. Et donc, du coup, ils appauvrissent un continent entier. Et moi, je me considère comme un reseller d'objets volés quand j'ai un Mac, un portable, parce que c'est des produits qui sont fabriqués et qui ont été fabriqués et volés aux personnes qui les ont fabriqués. Donc, ça, c'est un vrai problème. Après, l'émigration en France, quelles sont les causes ? Quelles sont les causes ? Pourquoi est-ce que les Africains viennent en France ? Alors, passons, si vous voulez bien. Juste un mot sur la Grèce. Il y a quand même une évidence qui grossit de jour en jour et qui fait partie du problème. On ne peut pas l'ignorer. Les Grecs, pour finir, ils ne paieront pas. Mais tant mieux. Ils n'ont pas à payer une dette illégitime. Je suis d'accord. Tant mieux. Ça me fait plaisir. Non, je suis assez d'accord. Mais je veux dire, c'est un élément du problème qu'il faut prendre en compte. Quand on ne peut plus payer, on ne paye pas, que ce soit une personne privée, que ce soit un pays. L'Argentine a montré le chemin. Un jour ou l'autre, les Grecs résoudront le problème à leur façon. C'est ce qu'ils ont indiqué par leur vote d'hier. Ils ne paieront pas. Et les Italiens aussi, ils peuvent ne pas payer parce qu'ils sont à l'équilibre. Mais nous, par exemple, on est obligés de payer. Parce qu'on n'a pas... Parce qu'on est honnête. Les Italiens nous, on est obligés de payer parce qu'on gagne moins que ce qu'on dépense. Donc, du coup, on a encore besoin d'emprunter sur les marchés. Donc, on ne peut pas faire défaut sur notre dette maintenant. Dommage. Audrey Vernon. Moi, ce que je comprends, c'est que vous parlez de la forme, mais c'est d'un ennui mortel. Vous ne parlez pas du fond. Si la gauche passe à l'Assemblée nationale, quelles sont les propositions qui vont être votées ? Parce que moi, j'ai lu la totalité du programme de François Hollande et sincèrement, sur les 60 propositions, il y a 4 trucs bien. 4 trucs qu'il peut faire. C'est-à-dire il dit, article 5, je préserverai le statut public des entreprises détenues majoritairement par l'État. Donc ça, conserver les entreprises publiques en tant qu'entreprises publiques, on sait que c'est bon pour les peuples, donc ça, il peut le faire. Après, il peut conserver le statut de l'hôpital public comme hôpital public, ça, il peut le faire. Et il peut retirer les troupes d'Afghanistan. Et après, dans ce programme, il y a des choses... Il ne peut absolument rien faire. Par exemple, il dit « J'interdirai aux banques françaises d'exercer dans les paradis fiscaux ». Il ne peut rien faire. Il sera mis fin aux produits financiers toxiques qui enrichissent les spéculateurs et menacent l'économie. Il ne peut rien faire non plus. Non, mais c'est-à-dire que il peut faire ça en France, mais ça ne changera rien. Il y a des tas de petits détails. Par exemple, une des grandes choses qui a nourri le capitalisme financier, c'est la possibilité de spéculer à la seconde. Le cours de bourse change toutes les secondes. Ou à la nanoseconde. Et si vous regardez, dans une journée, le cours de bourse évolue énormément. Et cette évolution énorme, cela veut dire que dans toute la journée, il y a des prises de bénéfices et il y en a qui subissent des pertes. Si on revient à un système qu'un certain nombre de gens proposent, d'économistes, même d'économistes raisonnables, d'avoir simplement une cotation une fois par jour, eh bien, on supprime, par exemple,
toutes ces petites variations qui font naître et qui nourrissent le capitalisme financier. La régulation financière, elle ne passe pas simplement par des grandes choses, elle passe aussi par des petites mesures techniques, mais qui ont des effets absolument considérables. Ah bah tant mieux, d'accord, très bien. J'aimerais dire une autre chose aussi. Par exemple, il dit qu'il propose une nouvelle politique commerciale pour faire obstacle à toute forme de concurrence déloyale. C'est-à-dire est-ce qu'il va empêcher, lui, avec ses petits bras, tous les iPads et les iPhones de rentrer en France? Comment il va faire ça? Comment il va faire pour que les produits chinois qui sont fabriqués dans des conditions atroces socialement ne rentrent pas en France? Ça, j'aimerais bien savoir, par exemple. Il est absolument certain que la grande joie de tous ceux qui ont voté pour François Hollande s'écroule en juin s'il n'a pas la majorité. Il lui faut une majorité. Il ne fait rien. S'il a la majorité, il ne peut rien faire non plus parce qu'il y a l'Europe. S'il a la majorité, qu'est-ce qu'il peut faire? S'il a la majorité. Il est certain que pour tout le monde, pour toute majorité, c'est très... Qu'est-ce qu'il peut faire? Cela se ramène à dire que s'il a une majorité de droite, par exemple, François Hollande sera paralysé. Oui, d'accord. bien sûr. Mais la majorité de droite, elle ne le sera pas. Donc on passera d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Et pendant les 5 années de la cohabitation entre Jospin et Chirac, c'était Jospin qui gouvernait. Donc la Constitution est assez souple et il n'y a pas de drame. Alors, ce que je trouve drôle, c'est que comme vous savez qu'il ne pourra rien faire, vous souhaitez finalement qu'il y ait une majorité de droite à l'Assemblée, parce que vous savez très bien qu'il ne pourra rien faire. La seule chose que ne pourra pas faire la majorité de droite qui sera à l'Assemblée nationale, c'est réviser la Constitution parce qu'il faut le Sénat. Et donc ça, ce ne sera pas possible. Pourquoi vous n'évoquez pas ce qu'il pourrait faire s'il y avait une majorité de gauche? Qu'est-ce qu'il pourra faire s'il a une majorité de gauche? Il n'y aura pas d'austérité, par exemple? Non. Si, il y aura de l'austérité quand même. On vient d'évoquer longuement ce que pourrait faire François Hollande s'il avait une majorité de gauche. Et je me permettais de dire que la France ne serait pas paralysée s'il n'avait pas sa majorité de gauche. Vous trouvez qu'on a évoqué longtemps ce qu'il pourrait faire s'il y avait une majorité de gauche? Audrey Vernon, dernier mot. Non, c'est triste de parler de ça, c'est tellement triste. Quand on voit ce qui se passe dans les usines, les gens qui se battent pour sauvegarder on fait d'autres émissions de temps en temps. C'est juste une émission spéciale, celle-là. On s'en fiche de ça. Oui. On s'en fiche. L'important, c'est de savoir l'espoir que les salariés ont placé dans François Hollande. Et par exemple, il a promis beaucoup de choses aux gens qui fabriquent le thé éléphant en Provence, à l'usine Fralib, et pour éviter que Unilever délocalise leur usine en Pologne. Et voilà, j'espère juste que toutes ces promesses qu'il a faites, il les tiendra. Eh bien, ce sera le dernier mot. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission.